Bienvenue dans le Pot de Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous, bienvenue dans le Pot de Yaourt pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un artiste atypique. Il a fait ses premières armes du côté de l'IUT, Quai Frissard. Après ça, il a posé ses valises du côté de Paris, dans la pub, en tant que directeur artistique. Un univers dans lequel il remporte plusieurs prix pour ses créations. Et puis, plus récemment, il sort un livre d'énigmes dans lequel il nous propose de deviner des titres de films d'après des illustrations à s'en arracher la tête. Si vous n'avez pas compris, c'est normal et c'est pour ça qu'il est là, mon invité. Dans le Pot de Yaourt aujourd'hui, c'est Jordan Le Marchand. Salut Jordan. Salut. J'ai envie de dire enfin parce que ça fait longtemps que je te tourne autour. Ouais, c'est vrai. On s'est vu pas mal de fois au Havre ces dernières années. Je suis ravi. Déjà, je suis un petit peu ému parce que c'est mon premier podcast. Ouais. C'est un peu c'était un peu un rêve de gosse, voilà. Donc mais écoute, moi je suis très content que tu le fasses avec moi, en tout cas. Pareillement. Tu sais que avant chaque podcast, je fais un peu mes recherches sur mes invités, voilà, un peu sur internet. Je tape Jordan Le Marchand et je suis tombé sur pas mal d'articles qui parlaient de Jordan Bardella et Karine Le Marchand. Sérieusement. Hein. Aucun lien. Bon, Jordan, je le disais en début de ce podcast, hein, on va forcément parler de ton livre Cinénigme qui est sorti fin d'année. Oui, c'est ça. Donc il est sorti donc en novembre 2023. Et je suis très content de vous le présenter. Raconte-nous un peu. C'est quoi Cinénigme ? Alors, qu'est-ce que c'est Cinénigme ? Comme son nom l'indique, c'est des énigmes et du cinéma. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous aviez capté le petit jeu de mots. Bien. Donc, en gros, c'est un livre qui est... j'ai mis quand même 2 ans à concevoir ce livre. Ouais. Je suis très heureux de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un projet un peu personnel. Et, en fait, moi, c'est vrai que je bosse dans la publicité. Ouais. Je bosse toujours au service d'une marque et là, pour la première fois, c'est un livre très personnel que je sors et voilà, je suis un peu ému. Non, je plaisante. Des énigmes et du cinéma. Des énigmes et du cinéma. D'accord. Donc, en gros, c'est un jeu visuel en fait qui consiste à deviner le titre d'un film. Ouais. À partir de lettres, de symboles typographiques et de chiffres. Ok. Et en gros, c'est le sens des lettres, le graphisme, la position, la place de la typographie qui crée l'énigme. D'accord. On n'a pas forcément besoin d'être cinéphile pour jouer à ce livre. Enfin, je dis bien jouer parce que c'est un... Mais oui, c'est un jeu. C'est un jeu, tout à fait. C'est un jeu. Je te racontais en off tout à l'heure que moi, je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps. J'ai commencé carrément dans le métro. Ouais. Et grosse prise de tête, quoi. Dès le début, t'es dedans tout de suite. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a des films que tu connais, il y a des films que tu connais pas. Mais on se prend très très clairement vite au jeu. Ouais. Et effectivement, on a vraiment envie de connaître les films. Et du coup, donc ce qui est bien, c'est que, ce sont que des films ultra populaires. On n'a pas besoin d'avoir forcément vu un Alien, même si on connaît le titre. Faut juste connaître le titre du film, en fait. Alors, est-ce qu'il y a Alien est dedans ? Parce que moi, je l'ai pas trouvé. Ah mince, je viens de te spoiler. Tu m'as spoilé. Ah mais bon, tant mieux. Parce que celui-là, je l'ai pas trouvé. On coupera au montage. Exactement. Et tu me racontais tout à l'heure aussi que c'est clairement pendant le confinement que tu as eu l'idée de... mais en fait, ça a commencé... ça a commencé lors du premier confinement. T'as commencé un peu à rédiger. Ouais, j'ai commencé à rédiger quelques énigmes, à m'amuser. Et j'ai surtout fait participer
ma famille qui ont été là, parce que en fait, ce livre, je l'aurais pas conçu sans mes fidèles amis du Havre. Et, t'inquiète, on va en parler. On va en parler. Et surtout ma famille, parce que pour le coup, je leur ai vraiment fait tester tous les énigmes pendant environ 2 ans. Et dans ta tête, à partir du moment où tu commences à gribouiller pendant le confinement, est-ce que c'est tout de suite dans l'idée d'en faire un livre, ou c'est juste pour toi, pour faire kiffer un peu les potes, la famille? En fait, en gros, j'en avais. Je pense qu'au début, je devais en avoir une vingtaine. Ouais. Et l'idée, c'était pas du tout d'en faire un livre. Je voulais peut-être en faire un jeu. Et le truc, c'est que j'ai vu que ça plaisait vraiment, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les gens, même les gens qui n'aimaient pas les jeux, ils se prenaient vite au jeu. Tout à fait. Et du coup, après, je me suis dit, je vais en faire 30, 40, 50, et je me suis retrouvé à en faire 200. Ouais. Donc là, évidemment, il n'y en a pas 200 dans le livre, il y en a 50. Ouais. Mais je sais que c'est un jeu qui plaît, et ça c'est plutôt... Ça t'a surpris ? Ouais, ça m'a surpris, ouais, complètement. Parce que effectivement, tu disais que c'était un peu pour toi, et puis t'as fait marrer tout le monde, et puis c'est à ce moment-là que tu dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Tout à fait. Et les énigmes, toi, c'est un truc qui te plaît de longue date ou Non, c'est vrai que j'aime bien. J'ai toujours un peu dessiné. J'aime bien tout ce qui est un peu graphisme. Et là, pour la première fois de ma vie, je mets un peu tout ce que j'ai appris dans la pub au service d'un projet un peu plus perso. Et je le disais, moi je me suis bien cassé la tête à essayer de deviner les films, je les ai pas tous devinés encore. Je te disais, je refuse de regarder parce qu'il y a les indices et les réponses. Tout à fait. Forcément. Moi je mets un point d'honneur pour l'instant à pas essayer de regarder les indices. Moi je me casse la tête à essayer de les deviner, mais toi tu as dû te casser aussi bien la tête à les faire. En fait, le plus dur, ça n'a pas été les indices ou les indices ou le nom des films, ça a été juste la sélection, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est de là où j'ai eu vraiment besoin de de mon entourage aussi, de mes proches, que ce soit de ma grand-mère, mon frère, même mon neveu récemment, qu'on a trouvé un. J'ai vraiment fait participer toute ma famille. Et mes amis, pour à la fin aussi avoir une petite sélection et me dire. Et ça a été la première étape. Et la deuxième étape, ça a été la sélection avec mon éditrice. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on a. Moi, je devais en avoir une centaine. Et puis on a bien bossé. D'ailleurs, mon éditrice que je salue, Chloé Deschamps, aux éditions Grasset. Justement, j'ai une question là-dessus. Grasset, c'est pas n'importe quelle maison d'édition, mon cher Jordan. Bon, je ne suis pas un prix Goncourt, mais non, mais je suis hyper fier aussi que Grasset m'ait soutenu dans ce projet. Comment à peu près tu arrives à intéresser Grasset ? Alors comment c'est d'ailleurs pour tous ceux qui veulent savoir comment ça marche. Ouais. Je suis allé à un mariage. C'est pas vrai. Je suis allé comme quoi c'est un peu le dessin, mais je suis allé à un mariage. Et à ce mariage, j'ai rencontré cette Chloé Deschamps, voilà, qui et forcément, moi quand j'ai su qu'elle était chez Grasset, au lieu d'aller la voir directement lors du mariage, je me suis dit non, je vais attendre. Ouais. Et je vais l'appeler quand je rentre chez moi. Bien au calme. Bien au calme, voilà. Ouais. Et du coup, donc on a longuement échangé au téléphone. En fait, elle a juste adoré le projet. Et voilà. Et puis elle m'a soutenu. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui est né Cinénigme. C'est un livre. Tu le disais, c'est un projet que tu réfléchissais de longue date. C'est un projet hyper personnel dans lequel tu as mis beaucoup de toi. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Tu l'as fait pendant le confinement. Ça faisait longtemps déjà que tu réfléchissais à un truc un peu perso. Je voulais faire un truc un peu personnel. Je m'étais dit pourquoi pas me mettre un peu à la peinture. Mais bon, pareil, j'ai envoyé mes croûtes artistiques à mes potes. Ouais. Et ça marchait. Ils m'ont jamais répondu, donc j'en déduis que c'était pas très bien. Je voulais aussi me mettre à la musique, mais pareil, ma famille tout le monde t'a dissuadé. Voilà, donc par contre les énigmes, ils ont bien aimé. Donc c'est bien, tu t'es cherché. Je me suis cherché, mais voilà, je suis très à l'écoute de mon entourage.
Donc du coup, tu me disais dans ce livre, il y a une cinquantaine de films, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y en a 56. Il y en a Sachant qu'à la base, il devait y en avoir 256. Non, je plaisante. Ok. Ben, du coup, ça veut dire qu'il y en a peut-être un deuxième. Bah, pourquoi pas on sait. Ouais. Non, bah, après, on verra. Là, déjà, ce livre-là, moi, je suis. Là, c'est assez récent. Hein, il a le petit, il a que 2-3 mois. Il a que 2-3 mois, tu Ouais. vois. Donc, je vais attendre un peu. Ouais. Mais bon, forcément, c'est dans un coin de ma tête. On parlait tout à l'heure de tes potes du Havre, de ta famille. Ouais. Il y a une grosse page de remerciements à la fin. Ouais. Moi, j'ai retenu quelques noms. D'accord. On va un peu parler de ces gens-là, si tu veux bien. Il y a forcément Francis, Def, Ouais. qu'on embrasse, qui a déjà fait un podcast avec moi. Salut Francis. Voilà, on l'embrasse fort. Il y a surtout 2 noms, moi, qui m'ont interpellé. C'est Dominique Duro et Fabien Liénard. Ah, bah oui, très bien. Voilà, c'est 2 anciens profs, pour les présenter, 2 anciens profs de l'IUT Infocom, Kev Rissard. Tout à fait. Qu'est-ce que ces 2 personnes t'ont apporté? En fait, il faut, pour la petite anecdote, c'est que moi j'ai fait un DUT Infocom en option publicité. Et, Comme moi, dis donc, incroyable. Ouais, c'est tout à fait. C'est fou. Tout à fait. Et c'est vrai que ce qui est assez, ce sont 2 personnes qui m'ont quand même pas mal appris. Parce que moi j'étais un peu perdu. Moi le métier de directeur artistique, je ne savais pas forcément trop ce que c'était. Et c'est vrai que ils m'ont un peu familiarisé avec la création publicitaire. Ouais. Quand tu arrives à l'IUT, tu sais pas trop ce que tu vas faire? Là je sortais d'un bac économique et social. Donc voilà, moi je suis un peu allé à l'IUT. Dans ce DUT en me disant que je voulais être chef de publicité. Ouais. Je savais pas ce que ça voulait dire, mais j'aimais bien le. C'est marrant, moi c'est à peu près la même chose. Je voulais être acheteur d'art, tu vois. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Sans forcément savoir ce que c'était, mais. Et en fait après, ils nous ont enseigné, ils nous ont inculqué pas mal de choses. Et c'est un peu aussi là où je me suis familiarisé un peu avec tout ce qui est concept publicitaire, avec Dominique Duro, et j'aimais bien aussi toutes les analyses un peu sémiologiques de Fabien Liénard. Ouais. Et suite à ça, en fait, comme je l'ai dit précédemment, c'est que ce livre, moi, étant donné que c'est un jeu qui est destiné à tous, il était hyper important pour moi aussi de l'envoyer et de le faire tester entre guillemets à Dominique et Fabien. Et puis les deux m'ont donné leur avis et voilà, c'est super quoi d'avoir un retour. Ils étaient hyper contents que je les interroge. Et en fait, j'ai interrogé ces 2 personnes comme j'ai interrogé. Je vais pas les mettre au même niveau que ma grand-mère, mais ma grand-mère qui n'a derrière toujours rien compris. Mais voilà, moi c'est important. C'est pour ça c'est vrai que dans les remerciements il y a beaucoup de monde parce que c'était important aussi que, parce que c'est vrai qu'il y a des énigmes. Moi je savais plus à la fin si c'est vrai que sur 60 énigmes. Il y en avait qui n'étaient pas forcément au même niveau, mais donc c'est pour ça qu'après on a mis des indices parce qu'il y en a qui étaient hyper compliqués, mais après ça reste. Il faut que ça reste aussi. Si les énigmes étaient faciles et se trouvaient tout de suite, on n'appellerait pas ça un énigme. On dit une énigme ou un énigme? Je crois qu'on dit une. Je suis pas sûr, mais oui, je crois qu'on dit une énigme. En tout cas, on dit un synénigme. Exactement, bien joué. Du coup, on parlait de ces profs de l'IUT, Dominique Duro et Fabien Liénard. Il y a forcément beaucoup d'autres profs à l'IUT qui t'ont un peu forgé vers cette carrière de la publicité. Tu savais pas trop quoi faire en arrivant. À la fin de l'IUT, ton projet, il est un peu plus clair? À la fin de l'IUT, je crois que je voulais devenir directeur artistique. Tu avais tout de suite ciblé ce métier? Oui, je savais un petit peu plus précisément que déjà chef de publicité, c'était pas du tout ma vocation. C'était un peu plus commercial. Mais chef de publicité, c'était une vocation un peu plus commerciale. Voilà, et moi je voulais pas grand chose d'artistique. Tout à fait. Et donc suite à ça, j'ai dû faire des stages chez DBcom et BDSA, où j'ai découvert le métier
enfin un peu plus de graphiste que de directeur artistique, mais ouais, ça m'a vachement plu. Et suite à ça, je suis parti à Paris pour faire une formation dans une école qui s'appelle Sub de Pub. Ouais. Pareil, hein, dans les remerciements, je crois que je cite un de mes professeurs qui s'appelait qui s'appelle toujours Nicolas Cerizola, qui était mon prof de conception publicitaire. Ouais. Pour intégrer une grosse agence, il faut... ça, je l'ai compris. Je l'ai compris un peu tardivement. Au bout de 6 mois, d'ailleurs, c'est pour ça qu'après j'ai arrêté. Bon, ça va. Mais il faut avoir ce qu'on appelle un dossier. Ouais. Avec des projets, un espèce de portfolio avec des fausses concepts, des campagnes fictives. En fait, avant de parler du reste, je voulais que tu me parles aussi de ce métier de directeur artistique, parce que toi et moi, on sait ce que c'est. Il y a plein de gens qui nous écoutent, qui savent pas forcément ce que c'est. C'est quoi le boulot de directeur artistique dans une agence de pub ? Alors le boulot de directeur artistique, c'est élaborer un concept publicitaire suite à un brief et suivre son évolution de A à Z. C'est-à-dire de la conception. Ouais. Donc, suite à un brief client précis. Donc, il y a un client qui vient te voir. Voilà, on a ce produit-là à sortir. On a envie d'un concept. Toi, tu définis un peu le concept avec eux. C'est ça ? Ouais. Voilà. Et ensuite, tu pars sur la création vraiment de cette publicité. Voilà, c'est ça. Et en fait, dans le métier de directeur artistique, on est un peu multicasquette. On peut travailler aussi bien avec des illustrateurs, des photographes, des réalisateurs, quand on suit des campagnes tout films. Ce qu'il faut pour faire une pub. Tout à fait. Et il y a un aspect aussi hyper important dans ton métier, c'est ce qu'on appelle le team. Ouais. Un directeur artistique ne travaille pas tout seul dans la création de la pub, il a souvent un concepteur-rédacteur à ses côtés. Tout à fait. Le concepteur-rédacteur, lui, est plus... Tu me dis si je me trompe sur l'aspect rédactionnel. Ça c'était dans les années c'était il y a 10 ans, mais aujourd'hui en fait il y a plus de aujourd'hui un team créatif, il y a 2 créatifs, il y en a un qui est un petit peu plus à l'aise avec les mots et l'autre avec l'image, mais aujourd'hui on demande en fait c'est à ce que il faut aussi bien pouvoir gérer les mots que l'image, parce que c'est fondamental, quoi, en fait. Et le team créatif que tu formes au début de ta carrière, il est avec Julien. Il s'appelle Julien Deschamps. Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est que Julien Deschamps est Havrais, du coup. Ouais. Donc je l'ai rencontré à l'IUT Infocom. Du coup, j'ai rencontré Julien à l'IUT et c'est vrai qu'on a pas mal sympathisé. Et du coup, on s'est retrouvés 3 ans plus tard. On s'est retrouvés chez BETC, donc qui est une grosse agence de publicité. On s'est retrouvés là-bas en team et on a travaillé ensemble pendant quasiment, je dirais, 8 ans. Et ça marche comme ça aussi un peu dans la pub, quand il y a un bon team créatif, généralement il peut aussi partir, se faire débaucher par tout à fait, d'autres boîtes. C'est ce qui vous est arrivé avec Julien. Tout à fait, exactement. Et Julien, d'ailleurs, je te passe le bonjour si tu nous écoutes. Mais on l'embrasse forcément. Et du coup, pour ceux qui nous connaissent pas, parce qui te connaissent pas, il n'y a pas forcément vos noms après des publicités qu'on peut voir à la télé. Quelles sont les pubs que tu as réalisées avec Julien ? Là, en tout cas, les campagnes qui nous ont le plus marqué avec Julien, donc je parle aussi en son nom, c'était une campagne d'affichage pour Canal+, où en fait on détournait des affiches de films qui étaient diffusés sur Canal+, avec des plus, le logo plus de Canal+, façon flat design, et c'était des affiches très minimalistes, et c'est marrant parce que c'est vrai que c'est un petit clin d'œil à Cinénime aussi, parce que c'est un... Et ce qui nous avait ému avec Julien, c'était une des plus grosses campagnes d'affichage. Et c'est vrai que quand on retournait au Havre, on voyait notre affiche placardée partout au Havre. On était hyper émus, quoi. Et tu avais été récompensé, non, je crois, pour cette campagne-là. Oui, après, il me semble, ouais. Oui, parce que moi, je me souviens d'un article dans Stratégie.
Ouais. Après cette Ouais, pub-là, c'est possible. Ouais. avec une photo version Daft Punk sur les toits de Paris avec Julien. Ça aussi, c'est hyper gratifiant. Non, mais on avait, après, on n'avait pas eu des grands prix internationaux à l'époque, mais on a été récompensé pas mal au niveau français, quoi. Donc, on était, je crois qu'on avait le jeune créatif de l'année, il me semble. Enfin, parce que c'était assez. Dans mon souvenir, c'est quand même assez au début de votre carrière, tous les deux. Ouais, carrément. Ouais. Donc, c'est hyper gratifiant. D'être reconnu un peu par le milieu. Quoi. Et effectivement, d'avoir un peu l'affiche placardée un peu partout, quoi. Tout à fait. Tu me disais que ça fait quoi ? Ça fait 15 ans que tu es à peu près dans le milieu de la pub, maintenant ? Oui, ça doit faire 15 ans, ouais. À peu près, ouais. Tu me disais déjà, on parlait du team créa qui a un peu changé. Voilà, les rôles sont un peu moins définis qu'ils l'étaient maintenant. En quoi le monde de la pub a un peu changé par rapport justement à tes débuts ? Ce qui a un peu changé, c'est que avant, comme je l'ai dit précédemment, c'est que avant, c'est vrai qu'on c'était assez. Il y avait le team créatif qui était composé du directeur artistique avec le concepteur-rédacteur. Il y en a un qui s'occupait que des mots, de l'image. Aujourd'hui, en fait, il y a un truc qui n'a pas changé. C'est vrai que bosser à deux, c'est toujours mieux parce qu'on est toujours. Il y a toujours un échange d'idées qui est toujours intéressant, le brainstorming. Ça, moi, c'est quelque chose que j'adore et que je pratique encore aujourd'hui. Bon, ça, je ferai un cut. T'as fait des campagnes au Havre aussi. Oui. Je pense notamment au don du sang. Oui, on avait fait une petite opération avec Anne Dereau, que j'embrasse. Donc c'était pour l'EFS. On avait c'était un Père Noël qui était vêtu de blanc, qui distribuait des flyers pour Noël, donner du rouge. Exactement. C'était ça. Ouais. Et c'était super sympa. C'est toujours après c'est toujours super de pouvoir venir travailler au Havre et sortir une campagne dans sa ville natale. C'est toujours bien. Cette ville, elle t'inspire, toi, dans ton travail au quotidien, même personnellement ? Je ne sais pas si elle m'inspire. En tout cas, c'est vrai que j'aime bien y retourner souvent. C'est vrai que j'y vais régulièrement parce que je suis assez attaché à cette ville, que ce soit au niveau même de mes amis, ma famille. C'est vrai que je suis pas mal attaché. Même tu peux le voir. Chez moi, c'est un peu un musée. Bienvenue au musée du Havre. Effectivement, on est chez toi. Il y a pas mal de références au Havre. Je te présente ma grand-mère. C'est vrai. C'est pas une blague. Ok. Voilà. Et effectivement, chez moi aussi, c'est un peu. J'appelle ça l'ambassade du Havre en région parisienne. Tu vois, donc je suis content qu'il y en ait d'autres ambassades du Havre en région parisienne. Donc tu me dis que tu rentres souvent à la maison. À peu près quel rythme tu rentres ? Je rentre environ l'hiver, je dois rentrer une fois tous les 3 mois. Ouais. Et l'été, je rentre quasiment tous les week-ends, je pense. Ah ouais. Non, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que je rentre un peu plus souvent l'été. Parce que j'ai une petite cabane de plage et ça c'est juste génial, quoi. Oui, et c'est d'ailleurs là qu'on s'est croisés l'été dernier. Tu étais en train de retaper la terrasse. Ouais, mais c'est aussi là où j'ai un peu travaillé ce livre. Ouais. Donc c'est complètement cliché ce que je vais raconter, mais c'est vrai que c'est quand même sympa face à la mer. De travailler face à la mer sur une petite cabane de plage. C'est juste le rêve, en fait. La cabane, c'est un endroit important pour toi ? Non, mais c'est vrai que j'aime bien. C'est hyper sympa. Je suis quasi les pieds dans l'eau, dans une petite cabane au calme. C'est juste le paradis pour moi, quoi. Et ta cabane est hyper bien positionnée. Je ne veux pas dire où elle est parce que tous nos millions d'auditeurs vont venir t'emmerder tous les temps. Ah, mais vous venez quand vous voulez. Hein. Ah voilà, c'est la cabane à Jojo. C'est open bar. Et c'est la 4e en partant de la gauche, à côté des régates. Quand on arrive à Sainte-Adresse, voilà. Tout à fait. Exactement. J'en sais rien, mais venez quand vous voulez. De toute façon, elle est visible de la promenade.
Tout à fait. Parce que moi, je me suis promené 2-3 fois là-bas, je t'ai vu. Et vous pouvez venir me saluer. Voilà, je serai pas loin. Tu m'as gentiment offert plusieurs verres dans cette petite cabane. Tu me disais, hein, c'est important pour toi de rentrer sur le Havre. Tu ressens le manque quand t'es un peu trop longtemps ici à Paris ? Ce qui est super avec cette plage, même cette ville, c'est que moi je prends, ça va être pareil, hein, un petit peu cliché, mais c'est que moi je sors de mon boulot, je prends un train et en 2 heures je peux être à la plage, quoi. J'exagère pas, quoi. Enfin, en ce moment, avec les trains, c'est un peu plus compliqué. 2h30. 2h49. Voilà, c'est ça. Mais ça c'est super agréable, quoi. Ouais. Et surtout l'été, en plus, quand il fait beau, avec les petites paillotes et tout, c'est génial. T'en parles souvent du Havre. Alors, je sais que tu as beaucoup de copains havrais ici, autour de toi à Paris. Oui. Est-ce que tu parles souvent du Havre à tes potes de taf Le problème, c'est que étant donné que tous mes amis viennent du Havre, je parle pas souvent du Havre à mes amis du Havre. Ouais, ça c'est sûr. C'est le seul problème. Mais oui, non, bien sûr, j'en parle beaucoup parce que je suis, c'est assez, c'est vrai que c'est assez. Vraiment, j'ai fait visiter le Havre à ma copine qui est tombée amoureuse de cette ville. Donc, mais vraiment. Ouais. Alors qu'en plus, on était sur une période un peu hivernale. Okay, donc qu'est-ce que ça va être cet été ? T'es un champion. Non, mais c'est parce que moi j'ai attendu l'été. Hein, tu vois, pour emmener la mienne. Non, mais c'est vrai, ce qui est génial. Il y a un truc que disent les gens en général. Je pense qu'on a déjà dû te le dire aussi, mais c'est que les gens sont hyper gentils, en fait. Ouais. Déjà, ça. Je ça sais compte. pas. Non, mais c'est vrai que les gens sont sympas et souriants ça détonne déjà notre vie parisienne. Je dis pas que les Parisiens sont pas sympas, mais c'est vrai que les gens sont particulièrement gentils au Havre. Mais voilà. Tu rentres au Havre de temps en temps et qu'est-ce que tu fais, quoi ? Non, mais oui, je rentre souvent parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'on s'y sent bien et je suis assez aussi attaché à ma famille que je vois régulièrement. Dès que je rentre, c'est vrai je passe pas mal de temps avec eux et c'est toujours sympa, quoi. Là, j'ai d'ailleurs j'avais organisé une espèce de table d'hôte à ma grand-mère et ma petite sœur pour l'espèce de crémaillère que j'avais organisée de ma cabane. C'était hyper cool, quoi. Ouais. Donc petite table d'hôte en plein soleil avec ma grand-mère et ma sœur, ça, c'était vraiment, vraiment sympa, quoi. Tu vois, on voit qu'elle est plus dynamique qu'avant. On voit qu'il y a plein de choses qui se sont faites, qu'il n'y avait pas forcément quand on était jeune. On est à peu près de la même génération. Ouais. Je veux dire, cette ville, aujourd'hui, elle est beaucoup plus vivante qu'elle ne l'était dans les années 90. Tout à fait. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as envie d'y retourner, justement, parce que la ville est dynamique ? Ouais, d'ailleurs, moi, ce que je trouve absolument génial, c'est... moi, je suis vraiment un fan de... un été au Havre, donc c'est ce qu'ils ont lancé, c'est juste extraordinaire, mais vraiment. D'ailleurs, il y a eu des campagnes d'affichage dans le métro parisien, j'avais jamais vu ça de ma vie, moi. Des campagnes d'affichage dans le métro pour le Havre, c'était cool, quoi. Ça, c'est juste meilleur projet. Ouais, et c'est tous les ans. Et ouais, c'est tous les ans. Et d'ailleurs, il y a un petit bout de l'été au Havre sur mon balcon là, parce que que tu as vu tout à l'heure en un off, transat d'un été au Havre. Mais ça s'est énormément dynamisé. Et, c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé à Paris, tu leur disais, je viens du Havre, on se moquait un peu de toi. Et aujourd'hui, le Havre, c'est vrai que c'est considéré comme une ville. Déjà parce que je pense que les gens y sont allés entre-temps. Et parce que j'ai bien géré ma campagne de publicité depuis 10 ans avec mes amis du Havre, qui sont un peu les promoteurs. Alors qu'on ne travaille pas pour un été au Havre, hein, je vous le dis. Tu sais, moi j'ai envie d'aller demander à la mairie des pins, ambassadeur non officiel. Et non, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi le bouche à oreille, le fait. Mais aujourd'hui, les gens, il y a plus. J'ai l'impression que les gens, ils ont une super bonne image du Havre. Est-ce qu'on te dit, est-ce que le fait de venir du Havre attise un peu la curiosité ? Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Parce que les gens, c'est vrai que les gens sont un peu, ceux qui n'y sont jamais allés sont un peu curieux mais logiquement, s'ils parlent 5 minutes avec moi, dans les 2 semaines qui suivent, ils vont au Havre. On les retrouve à la taverne Payette.
et dans les bars du Havre. On va terminer, mon ami Jordan. Il y a une dernière question. Je sais pas si tu as eu le courage un jour d'écouter un épisode dans le Pod Yaourt en entier. Mais il y a une question qui termine le podcast. Cette question, la voici. Tu réponds comme tu veux, en 2 minutes, en 3 minutes, en 10 minutes. Elle est large. Hein. Au fond, le Havre, pour toi, ça représente quoi ? Le Havre, pour moi, ça représente ma vie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Merci Jordan d'avoir été avec moi dans le Pod Yaourt. Je rappelle que tu as un livre qui est sorti, 6 énigmes, que tout le monde peut se procurer forcément dans toutes les bonnes librairies. C'est à la Galerne, c'est à la Fnac du Havre et c'est dans plein d'autres librairies. En France, ça coûte 14 €. Voilà. Merci beaucoup Jordan. Et puis, merci à vous. Et puis on se revoit bientôt à la cabane. Ouais, tout à fait, avec grand plaisir. Allez, ciao. Salut.